On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions de référence. On va voir des types de fonctions assez classiques, on va dire. On va voir que ces fonctions admettent certaines propriétés particulières, notamment sur la notion de parité que l'on va voir dans un premier temps. Et on va voir aussi que les fonctions, ces fonctions de référence et puis même les fonctions de façon générale doivent être d'abord et avant tout considérées du point de vue de leur ensemble de définitions. Comme on le verra, donc je ne rentre pas trop dans les détails tout de suite, on verra ça dans la suite du cours. Pour commencer, la notion de parité. On parle de fonction paire lorsque la fonction admet l'égalité suivante: f de x est égal à f de moins x. Autrement dit, si vous prenez une valeur x quelconque et que vous prenez son opposé, moins x, alors si leurs deux images sont égales, on est face à une fonction paire. En tout cas, une fonction paire si cela est vrai pour tout x. Alors, on peut aussi bien sûr considérer les choses à une échelle moindre en disant que, par exemple, pour un certain intervalle de x, la fonction admet cette égalité, et que donc pour cet intervalle de x, la fonction est paire, par exemple. Mais pour l'instant, je ne rentre pas trop dans ce détail, juste pour dire que une fonction paire admet cette égalité. Mais qu'est-ce que cette égalité a de spécifique? Eh bien, comme je l'ai schématisé ici avec un petit exemple, en fait, ce type de fonction est tel que l'axe des ordonnées du repère, l'axe des ordonnées agit comme un axe de symétrie. Donc là, on le voit avec moins 1 et 1 qui ont un même, simplement une même image, par la fonction f, en ces points-là que j'ai mis en exergue. Et donc, on voit ici un type de fonction paire qu'on va de toute façon voir dans la suite du cours. Ça, c'est un petit peu sa forme. Mais voilà, en gros, avec une fonction paire, on a une fonction telle que l'axe des ordonnées agit comme un axe de symétrie, en fait. Et cette symétrie fait apparaître que pour des abscisses opposées en valeur, on a des mêmes images. Alors, on a aussi ce qu'on appelle les fonctions impaires. Alors, pour les fonctions impaires, on est plutôt avec l'égalité f de moins x est égal à moins f de x. Donc, ici, il faut vraiment bien voir ce qui se passe. On est dans un style de fonction avec laquelle la courbe représentative de ce style de fonction soit telle que l'origine du repère, donc l'origine du repère qui est là, agisse comme un centre de symétrie. C'est-à-dire que là, en gros, si je fais pivoter la fonction par rapport au centre, on se retrouvera toujours avec cette égalité qui sera vérifiée. Alors là, pour vous illustrer un petit peu la fonction impaire, là, regardez, vous prenez l'abscisse 1, son image f de 1 par la fonction, par la courbe représentative de la fonction qui associe cette abscisse à cette image en ce point-là. Et vous prenez par exemple moins 1, son image ici. Et ce qu'on remarque, c'est que en fait, bon, là, j'ai pas mis beaucoup de détails, mais en fait, la distance qu'il y a entre 0 et f de 1 est la même que celle qu'il y a entre 0 et f de moins 1. Donc, en valeur, ou même en valeur absolue, en distance, c'est la même distance qu'il y a ici et là. Seulement, vous voyez que la valeur de f de 1, son opposé, c'est cette valeur-là. Mais si ceci est l'opposé de cela,
ça signifie que moins ceci est égal à cela. Pourquoi? Pour vous illustrer ça concrètement, prenez par exemple, imaginez que ça ce soit égal à 2 et que ça ce soit égal à moins 2. Mais l'opposé de moins 2 c'est quoi? C'est moins 2. Mais moins 2 ça fait 2. Donc en fait, ici, ceci vaut l'opposé de cela. Mais être l'opposé d'un nombre, c'est correspondra au signe de ce nombre en opposé. Donc en fait, ceci, donc c'est ce que je mets ici, hein, on voit que f de moins 1 vaut exactement l'opposé de f de 1, mais l'opposé de f de 1, c'est moins f de 1. Donc par exemple ici, on se retrouve avec cette égalité-là. Par rapport à ce que j'ai dit, bah, du coup on a une égalité. Et cette égalité, elle est caractéristique des fonctions impaires. Fonctions par lesquelles, quand on fait pivoter la courbe par rapport à l'axe, par rapport à l'origine du repère plutôt, cette égalité reste vérifiée. Et quand on est dans ce cas de figure-là, on est bien avec une fonction impaire. Et du coup, maintenant qu'on a une égalité qui nous permet justement de modéliser sous forme plus algébrique les fonctions paires, eh bien on peut jouer sur ça pour démontrer par exemple que des fonctions sont paires. En montrant que si je prends f de x et que je trouve que c'est égal à f de moins x, alors la fonction est paire. Et pour la fonction impaire, il faudra que cette égalité soit vérifiée. Pour vous donner des exemples classiques de fonctions paires, après je vais vous montrer un peu à quoi ressemble en termes graphiques, mais en fonction paire, la classique c'est la fonction carré. C'est quoi la fonction carré? Vous prenez x et la fonction carré, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appliquer le carré à x, de sorte que x vaut maintenant x carré. En fait, la fonction, elle va transformer x en sa valeur au carré. C'est l'opération qui est faite du fait de l'application de cette fonction sur x. Ce qu'une fonction fait, c'est qu'elle transforme des valeurs en d'autres valeurs. En l'occurrence, la fonction applique à une valeur x quelconque son carré. Et du coup, l'image de x par cette fonction f, c'est x carré. L'image, c'est donc, comme on l'a un peu expliqué, c'est en gros la valeur que va avoir le x de départ après qu'on lui ait appliqué la fonction. Et donc, on a aussi la fonction de valeur absolue, qui est une fonction paire. Quand je vais vous montrer sa courbe, ça va être plus visuel. Pour les fonctions impaires classiques, on a la fonction cube et la fonction inverse. Alors pour montrer par exemple que la fonction carré est paire, considérons par exemple f de moins x. Donc on considère que f c'est la fonction carré, donc on applique du coup le carré à moins x, ça vaut ceci, mais ceci ça vaut cela, sauf que x carré, c'est la valeur de x une fois qu'on lui a appliqué la fonction carré. Donc en fait, on a prouvé que ceci vaut cela. Et donc on a prouvé que cette fonction-là était une fonction de type paire. Et pour la fonction cube, c'est exactement l'inverse. On trouve que partant de f de moins x, une fois qu'on applique la fonction cube à moins x, on trouve ceci. Et du coup, ça vaut cela. Mais cela, si vous oubliez le moins, x cube, c'est la valeur de l'image de x par la fonction cube. Et du coup, ça vaudrait ceci avec la fonction cube qui serait f ici. Sauf qu'on a un moins là, donc on met le moins ici. Et là, du coup, on trouve que ceci est égal à cela pour un x quelconque ici. Et donc, en fait, la fonction cube apparaît du coup comme une fonction impaire. Donc ça, vous voyez, c'est pour le vérifier. Et au niveau plus visuel, on le remarque assez bien. On voit bien que la fonction carré, elle a une forme telle que, évidemment, l'axe des ordonnées apparaissent logiquement comme un axe de symétrie. Pour la fonction cube, on avait vu déjà finalement un peu l'exemple avant. Pour la fonction valeur absolue, on voit clairement que ça va être une fonction paire, parce que si je prends par exemple un x ici, je vais trouver son opposé ici, ils auront la même image, puisque leurs images seront à la même hauteur, ici. Et pour la fonction inverse, alors là c'est peut-être un peu moins évident à voir,
mais ça reste une fonction impaire, on peut très bien le démontrer. Vous pouvez même faire l'exercice de démontrer que la fonction inverse est une fonction impaire. Vous aurez notamment que f de moins x sera égal à 1 sur moins x, c'est-à-dire à moins 1 sur x. Mais moins 1 sur x, c'est l'opposé de la fonction inverse. Et donc on aurait tout simplement que f de moins x est égal encore à moins f de x, avec f qui cette fois-ci serait la fonction inverse. Donc évidemment, il est clair que cette fonction serait impaire, algébriquement parlant. Mais on peut quand même sentir que, bon, si on oublie 0 bien sûr, si je prends par exemple l'image ici, elle va être à la même distance que l'image ici, telle qu'on l'avait vu avec l'exemple de x cube. Et on pourra quand même sentir que c'est impair, mais vous voyez, c'est pas impair sur l'ensemble des réels, parce qu'en 0, la fonction n'est pas définie, puisque 1 sur 0, en fait, c'est pas définissable, on ne voit pas trop ce que ça va valoir. Donc c'est ça la problématique. Et pour avoir vraiment une visualisation, ici j'ai mis de manière générale les notations. Ici c'est l'ensemble de définition des valeurs de départ. Si vous voulez, pour faire simple, les valeurs des abscisses. C'est-à-dire tous les abscisses qui vont être en contact avec la courbe représentative de la fonction. Et là, l'ensemble des images, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que vont prendre les images de x par la fonction f, ici, qui est la fonction carré. Et donc, finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que ici, la fonction carré, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va associer l'ensemble des x des réels à des images qui sont uniquement, par contre, dans l'ensemble de définition qui va de 0 à plus l'infini, au niveau de l'axe des ordonnées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image négative que la fonction carré va associer à des x. C'est pour ça que l'ensemble de définition des images n'est défini que de 0 à plus l'infini au niveau des ordonnées, ici. Pour la fonction cube, il n'y a pas vraiment de problème, ça c'est simple. Pour la fonction valeur absolue, là vous le voyez, les images, il n'y en a que sur la partie des réels positifs, ici, d'où le R+. Et par contre, on voit, alors bien sûr, là c'est pas infini ce que j'ai représenté, mais tous les x, dans toutes les valeurs réelles sur l'axe des abscisses, vont être associées par la courbe, ici, à une image seulement sur la partie des réels positifs, cette fois-ci, au niveau des images. Et là, la fonction inverse, on voit que à part 0, tous les abscisses sont associés par la courbe à une image quelque part sur l'axe des ordonnées, à part en 0. D'où le étoile. Le étoile, c'est pour dire qu'on enlève 0. Et donc la fonction f qui associe x à une image qui vaudra 1 sur x, tout simplement. L'intérêt de connaître ces ensembles de définitions, c'est que ça va nous permettre aussi d'avoir une idée. On va voir que c'est pas, faut vraiment comprendre qu'ici c'est plutôt d'avoir une idée générale sur les variations, mais plus une idée générale, pas pour connaître les variations. Ça, on a vu que c'était vraiment le coefficient directeur qui nous aidait à concrètement déterminer les variations. Mais là, je parle au niveau général. Est-ce que de manière générale, la fonction est croissante ou décroissante, ou alors croissante sur un certain intervalle et décroissante sur un autre, mais de manière très générale. On va voir que ça, on peut le déterminer maintenant. Par exemple, si je prends la fonction carré. Si on va prendre un réel A et un réel B, tel que B soit supérieur à A.
Et donc en fait, ces réels-là, on va les considérer comme étant deux valeurs d'abscisse. Et on va prendre la fonction f, qui est la fonction carrée dans l'exemple-ci, et on va se demander, est-ce que la fonction carrée, elle est croissante ou décroissante? Et même encore mieux, est-ce qu'elle est peut-être croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre? C'est ce qu'on va déterminer ici. Alors, on avait dit dans une autre vidéo qu'une fonction croissante est telle que si je prends par exemple des abscisses et que j'applique cette fonction, le sens du comparateur ne change pas. Et on a donc que si l'abscisse plus grand, on lui applique la fonction croissante, alors son image sera aussi plus grande. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans une autre vidéo. Et donc, ce qu'on va voir, c'est est-ce que du coup, si j'applique la fonction f, on va avoir f de b qui est supérieur à f de a. C'est ça qu'on voudrait voir. Si c'est le cas, c'est que la fonction est croissante, sinon c'est qu'elle est décroissante. Alors pour ça, on va d'abord prendre le cas où a est positif et b est positif. Donc b supérieur à a avec b positif et a positif. Ce qu'on va faire, c'est une technique classique, c'est de se dire est-ce que la différence entre les deux images est positive? Parce que si elle est positive, c'est ce que je dis ici, si cette différence est positive, ça revient à dire ceci, mais ceci revient à dire que du coup la fonction est croissante, puisque b est plus grand que a, et son image est aussi plus grande que celle de a. Donc fonction croissante. Et donc nous, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ceci est positif? Cette différence-là, cette soustraction, est-ce qu'elle vaut quelque chose de positif? Alors on sait que si on prend b et qu'on lui applique la fonction f, ça vaudra b carré. Pour f de a, c'est pareil. Là, on a une soustraction. Or, on a dit que b était supérieur à a, donc si j'applique le carré de chaque côté, j'ai ceci. D'ailleurs, quand je vous dis j'applique le carré, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'appliquer la fonction. Et on a dit que si j'applique la fonction carré, la fonction va transformer cette valeur-là en son carré. Pareil ici, pour la fonction carré. Donc, si je soustrais par a carré de chaque côté, j'ai ceci. Et donc, on a que ceci est plus grand que 0. Mais ceci, c'est justement cela, conformément à ce qu'on a expliqué. B carré, c'est l'image de B par la fonction carré. Et pour a carré, c'est le même principe. Et on a que ceci est positif, donc ceci est plus grand que cela. Et là, on se retrouve donc avec le cas où la fonction est croissante quand a est positif et b est positif. Alors, si a est négatif et b est négatif, est-ce qu'on aura la même chose? On va voir. En tout cas, on sait que pour les valeurs réelles quelconques, parce que là, on a pris un b et un a quelconque dans l'ensemble des réels positifs au niveau de l'axe des abscisses. Donc là, on est, si vous prenez le repère, on est sur des valeurs de b et de a qui sont quelque part sur le côté positif des abscisses. On a vu que sur tout, là on a démontré de manière générale que quelle que soit l'abscisse positive ou les deux abscisses positives que je prends sur cet intervalle, de manière générale, on trouve que sur cet intervalle, du coup, on a cette inégalité qui est vérifiée, ce qui signifie que la fonction est croissante sur cet intervalle. On avait déjà expliqué, encore une fois, pourquoi une fonction est croissante dans une telle inégalité dans une autre vidéo. Alors maintenant, si a est négatif et b est négatif, on est de l'autre côté de l'axe des abscisses. Alors, là, j'ai ça qui est négatif. Si on fait la différence des deux, on a dit que ça vaut ceci. Mais du coup, il faut prendre un peu de recul. On sait que a est négatif, que b est négatif. Du coup, si j'applique le carré de chaque côté, j'aurai ceci et j'aurai cela. 0 au carré, ça fait 0. Pareil ici. Et donc, j'ai que ceci est aussi négatif et que ceci est aussi négatif. Et donc, si je fais b moins a, on aura que b carré moins a carré plutôt est inférieur à 0 moins 0. Mais 0 moins 0, ça fait 0. Donc on a que ceci est négatif. Donc ceci est négatif. Et donc si j'additionne par f de a de chaque côté, là ça va s'annuler et on aura donc ceci. Et là on voit que on part toujours de b supérieur à a et on trouve que du coup f de a est supérieur à f de b. Mais ça du coup c'est la caractéristique des fonctions décroissantes. Parce que finalement on n'avait que b au départ, b était supérieur à a, maintenant f de b est inférieur à f de a.
et ça veut dire que le sens du comparateur de l'inégalité a changé. On est donc là ici avec une fonction décroissante sur cette fois-ci sur l'intervalle des abscisses négatifs. C'est-à-dire que sur cet intervalle d'abscisses négatifs, on trouve que la fonction va associer ces abscisses à des images de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on se rapproche de 0 au niveau des abscisses. Donc ça veut dire que la fonction elle décroît. Et donc ça veut dire que la fonction carrée elle décroît jusqu'à 0. Et après 0, on entre dans la partie des abscisses positifs qui vont être associées à des images de plus en plus grandes. Donc la fonction cette fois-ci va monter. Et en plus on sait que la fonction est paire, donc vous voyez, ça nous permet déjà avec tout ça d'avoir une visualisation sur la fonction. On sait qu'elle est paire et on sait qu'elle est d'abord décroissante puis croissante. On sait que du coup ça va avoir cette forme-là. Donc voilà, et de manière générale, quand on veut démontrer de manière générale les variations d'une fonction ou d'un type de fonction, on procède par cette technique. Par exemple, si vous voulez démontrer les variations de la fonction inverse, vous pouvez aussi passer par cette technique. Alors un dernier mot sur les positions relatives. Donc si sur un intervalle vous avez une courbe représentative qui est au-dessus d'une autre courbe représentative d'une autre fonction, ça signifie que chaque y associé à la première courbe mentionnée est plus grand que les y ou les images, si vous voulez, concernées par la deuxième courbe. Ça veut dire qu'en fait la première courbe elle est au-dessus, à chaque fois au-dessus de l'autre. Donc par exemple si g de x, si pour tout x on a g de x qui est supérieur à f de x, ça signifie que tout simplement la courbe représentative de g elle est au-dessus de la courbe représentative de f. Puisque chaque image que g va produire en partant de x va être plus grand que chaque image que la fonction f va associer à partir de x. Donc ça signifie bien que la courbe représentative de g est au-dessus de celle de f. Bien sûr, si on associe, si on soustrait par f de x de chaque côté, on a bien cela. Ceci est bien plus grand que cela. Ça veut dire que chaque image produite par la fonction g va être plus grande que chaque image produite par la fonction f. Par exemple, si vous prenez par exemple x égale 3, vous auriez peut-être que g de 3 est égal à 5 et que f de 3 est égal à 2. 5 c'est bien au-dessus de 2 et donc vous auriez du coup pour un même abscisse un point qui va associer cette abscisse à 2 et un autre point qui pour ce même abscisse va l'associer à 5. Donc on aura le point qui sera un petit peu au-dessus et ça pour chaque point forcément du coup on aura que la courbe représentative de g sera au-dessus de celle de f. Donc ça c'est pour les positions relatives. Vous pouvez démontrer que par exemple la courbe représentative d'une fonction est au-dessus de celle d'une autre fonction en démontrant cette inégalité par exemple, ou celle-ci, ça ne revient pas à la même chose. Donc voilà un petit peu une idée sur les fonctions de référence, donc les fonctions paires, les fonctions impaires, leurs ensembles de définitions, leurs variations de manière générale, comment on les déduit, et puis sur les positions relatives, ça c'est un prolongement un petit peu du sujet, mais c'est aussi important d'en parler.